Vous écoutez Vague FM. Vous écoutez Vague FM. Il est 18h. Passion Foot Radio, tous les mardis, de 18h à 19h sur Radio Vague FM, 90.2 FM. Passion Foot Radio. Radio Vague FM 90.2 à Artenay. Aujourd'hui, c'est la dernière spéciale Club du Loiret et pour cette dernière, on reçoit l'entraîneur de notre équipe partenaire, on va dire, le club de Saint-Privé-Saint-Hilaire avec Baptiste Ridira. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Guillaume. Tu vas bien? Bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Tu vas bien? Ça va bien. Ouais. Tu te va. reposes un petit peu de la fin de saison? On prépare surtout la prochaine, on se reposera un petit peu ensuite si c'est possible. Il est déjà presque au travail pour la saison prochaine. Aux manettes, toujours notre fidèle réalisateur et technicien Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous et puis bonne émission. Merci bien, on s'éloigne pas trop d'Orléans, tu vois, Saint-Privé, on connaît un petit peu le coin. Oui, c'est à côté. Ouais, c'est à côté et on va se faire plaisir pendant une heure à parler foot encore une fois. Donc on parlera de la saison qui vient de se dérouler avec Saint-Privé qui continue de se maintenir en National 2. Ça fait combien de saisons à peu près en National 2 déjà? C'est pas à peu près, c'est la 5e saison de suite où on boucle un maintien, donc on va faire notre 6e saison d'affilée en National 2, ce qui reste un record pour le club puisque par le passé c'était une saison et un aller-retour, donc là on est plutôt content. 6e saison pour l'année prochaine pour le club de Saint-Privé. On parlera donc de l'avenir aussi, savoir ce que Baptiste nous prépare sous son chapeau magique de coach et on se rappellera toujours de Saint-Privé en tant que petit club qui sort les gros en Coupe de France aussi. On pourra parler un petit peu de ses exploits. Est-ce que là comme ça tu en gardes un déjà, le plus gros souvenir pour toi, ce serait quoi là? Après moi j'ai toujours dans ma tête deux choses qui se bousculent ou qui se partagent. Il y a effectivement l'élimination de Toulouse dans ses parcours de Coupe de France, même si tous les autres matchs ont été marquants, et puis il y a la montée la première année de CFA2 en National 2 pour ma première saison au club, et ça restera un souvenir impérissable. Voilà, c'était combien de saisons tu m'as dit? Donc pour moi c'est la 6e. C'est la 6e aussi, voilà. Donc tu as fait monter le club et tu pérennises le club en National 2, ce qui est plutôt un très bon résultat pour on va dire un petit club du Loiret. Enfin, c'est un bon club du Loiret maintenant, c'est devenu un club référence un petit peu dans la région. On a la chance sur le niveau sportif aujourd'hui d'être effectivement le 2e club du Loiret si on compte comme ça pour son équipe masculine. Maintenant après, s'il fallait évaluer sur les points le positionnement de Saint-Privé dans les clubs du Loiret, il y a tous les jeunes qui rentrent en ligne de compte, etc. Donc on a encore beaucoup de boulot, mais comme dans beaucoup de clubs. Voilà, donc Baptiste, on va attaquer tout de suite sur la saison qui vient de s'achever. Il y a quoi, il y a une dizaine de jours, c'est ça à peu près? Oui, ça fait 2 semaines maintenant qu'on est au repos, quasiment. Malheureusement, on a terminé la saison sur un revers à l'extérieur à Saint-Malo. On avait redressé un peu la barre sur les 2 matchs précédents à Vitré et contre le leader Versailles chez nous pour le dernier match à domicile. Donc c'est vrai qu'on est c'est un peu à l'image de notre saison. On a eu de très bons résultats et puis après parfois on a eu quelques creux et malgré tout on termine 6e de ce classement de National 2. Donc c'est pas trop mal pour un club comme le nôtre. Vous terminez 6e avec 42 points, 12 victoires, 6 nuls et 12 défaites. Ça fait peut-être un peu trop de défaites, non? Ou c'est des défaites malheureuses, des fois 1-0, alors des grosses claques comme contre Romorantin par exemple. C'est un peu tout. C'est Romorantin, Poissy, c'était une période, on était un peu dans une période où sur l'animation défensive on a eu quelques lacunes. On avait pas mal d'absents aussi sur ces matchs-là, mais on se cherche pas d'excuses. On est passé au travers de certains matchs parce qu'on les a pas joués avec assez d'implication pour résumer, et c'est quelque chose qu'on ressentait
assez tôt dans la saison, quand on a été à Guingamp, je crois que c'était tout début du mois de mars, où on avait déjà dit avec les gars qu'il fallait qu'on fasse attention à pas se relâcher. Et malgré le fait de l'avoir dit, pendant un certain temps, on a fait une mauvaise série et par la suite, on s'est mis un peu le feu avant ces ces deux avant-derniers matchs qu'on a gagnés pour finir confortablement. Mais c'est vrai que on a eu des passages où on a manqué de sérénité, alors que globalement on fait plutôt une bonne saison et ça c'est assez dommage. Mais il faut retenir le positif. On reste sur le fait d'avoir fait une bonne saison, fini 6e et de se maintenir. Pour nous, ça reste l'essentiel. Parce que j'ai noté en début de saison, vous commencez vos 3 matchs, 3 victoires, 9 points sur 9, et c'est ce que tu disais, votre saison s'alterne entre victoire, match nul, défaite, victoire, match nul, défaite. C'est comme tu dis, à l'image de votre saison, en fait, votre place, c'est ça? Oui, tout à fait. On a fait parfois preuve d'inconstance. On va pas attribuer ça à comme on le disait tout à l'heure, des matchs où ça bascule de peu ou quoi. Malheureusement c'est la réalité, et quand on perd le match, au final, c'est qu'on devait le perdre. C'est qu'on n'a pas tout fait pour le gagner. Sur certains matchs, on aurait pu faire basculer les choses de notre côté, où on aurait pu faire de meilleurs résultats. C'est vrai qu'on a laissé un peu de points en route. On s'était mis le challenge en deuxième partie de saison de faire le même nombre de points qu'en première partie. On ne l'a pas atteint, malheureusement. Donc du coup, c'est vrai qu'on a vécu une deuxième partie de saison un peu moins joyeuse que la première. Mais je me répète, quand on fait le bilan de tout ça, et à la même époque l'année dernière, on aurait été bien content de signer pour une 6e place. Donc là-dessus, c'est ça le côté positif aujourd'hui. Surtout que, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous finissez votre saison à domicile avec une victoire contre le leader, Versailles, qui va monter en national et dont l'USO jouera l'année prochaine. C'était on va dire une victoire de prestige un petit peu. Oui, tout à fait. C'était une victoire de prestige et c'était un peu la victoire du cœur. C'est une victoire que l'ensemble du groupe a voulu dédiée en allant la chercher à nos partants, à savoir notre coprésident Jean-Pierre Rogis, notre capitaine depuis 6 ans Fabrice Sédou, et puis notre kiné Grégoire Becker également, qui a décidé de plus nous suivre par la suite. Et c'est vrai qu'on était très heureux de pouvoir leur offrir cette victoire, un petit peu de prestige, comme tu dis. Versailles n'avait pas perdu en championnat depuis le mois de novembre. Leur dernière défaite, c'était en demi-finale de Coupe de France contre un club professionnel qu'est Nice. Donc forcément, pour nous, c'était une forme de fierté, mais c'est surtout aussi le moyen de leur offrir un vrai cadeau de départ, quoi. Ouais, tu parlais de Jean-Pierre Rogis qui part après beaucoup d'années au club. 22 ans. Fabrice Sédou après 6 ans de capitaine. Avec moi, mais qui avait déjà fait des passages. Qui avait fait avant des passages. Ces personnes-là vont sûrement manquer au club, j'imagine. Est-ce que le président et puis toi pour le terrain, vous avez déjà pensé à des noms pour pas les remplacer, mais au moins être sur ce qui est du directoire, effectivement, le club, et là c'est pas du tout moi, c'est déjà organisé pour qu'il y ait une coprésidence entre Jean-Bernard Legroux et puis Didier Alluard, qui est un régional de l'État, puisqu'il habite Artenay. Il habitait Artenay il y a quelques temps et maintenant il habite Olivet, qui avait pris en charge la comptabilité du club et du coup qui va assurer la coprésidence avec Jean-Bernard. Et on a aussi effectivement, par rapport à toutes les démarches partenariales que pouvait faire Jean-Pierre par le passé, on a aussi l'ambition de faire évoluer le club sur ce plan-là et de démarrer avec de nouvelles personnes qui seront bientôt connues par rapport au comité de direction du club. Donc on est sur un programme, on va dire, un peu évolutif et sur une progression de club. En ce qui concerne le terrain, par rapport à Fabrice, c'est sûr que ça va laisser un petit vide dans le vestiaire. C'était quelqu'un sur qui on s'appuyait, il faisait partie des cadres depuis 6 ans, c'était un vrai relais. C'était pas un adjoint, mais c'était un vrai relais sur le terrain, comme on le dit. Et c'est vrai que ça dépasse même un petit peu le cadre joueur-entraîneur. C'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup de complicité entre nous, sans qu'il y ait une trop grande proximité, mais on travaillait bien ensemble, on arrivait à se comprendre avec Mathieu Pousse aussi, mon adjoint et qui est également entraîneur de la réserve, et il y avait vraiment avec l'ensemble des joueurs et notamment Fabrice des choses qui se passaient et qui faisaient que l'équipe fonctionnait. Donc il va falloir trouver ces ressorts-là, soit avec d'autres joueurs, soit dans un fonctionnement différent pour le groupe, mais effectivement on y a bien réfléchi et on travaille pour.
Oui, c'est un joueur sur qui tu pouvais compter sur le terrain et dans les vestiaires pour pouvoir te seconder un petit peu, c'est ça? Tout à fait, ouais. C'était ce qu'on pourrait appeler dans le jargon un tonton. Ouais. Et dans les équipes, il faut toujours un ou deux tontons. Et Fab faisait partie de cela. Et c'est vrai que c'était parfois facile de gérer les choses avec son concours et celui d'autres joueurs cadres dans le vestiaire, évidemment. Mais le capitanat, c'est quand même quelque chose de particulier. C'est vrai que après, j'espère, et on a déjà des joueurs sur lesquels on pense pouvoir s'appuyer, qui faisaient partie des cadres du vestiaire la saison passée, et qui vont nous apporter tout autant dans la gestion de l'équipe et dans la gestion du groupe. On parlait en fin de saison, cette victoire prestigieuse, et c'est peut-être aussi avec la tête aux vacances que vous avez été à Saint-Malo et avoir subi cette défaite. C'est quoi? C'est vraiment la tête aux vacances ou c'est autre chose? Alors, si on compare au match de Versailles, déjà on avait 4 indisponibilités sur blessure. D'accord. Donc l'équipe qui avait fait ces 2 bons résultats contre Vitré et Versailles était largement diminuée. Sans forcément avoir la tête aux vacances, on avait réussi à mobiliser pas mal de ressources sur l'aspect mental, sur le match de Vitré à l'extérieur et sur celui de Versailles, et sans parler vraiment d'une équipe démissionnaire effectivement en mode vacances. Je pense surtout qu'on a rencontré une équipe de Saint-Malo qui elle jouait sa peau clairement en National 2, et c'est surtout l'écart entre les deux équipes sur le plan mental sur ce match-là qui a produit une défaite de notre côté. Malgré tout, pour les gens qui ont pu voir le match, c'était une rencontre plutôt disputée. On a eu quelques occasions, mais qu'au contraire des matchs précédents, on n'a pas su conclure. Et à l'inverse, eux ont réussi à marquer. Ils auraient même pu marquer un deuxième but sur penalty en toute fin de match. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant de terminer sa saison sur une défaite. Maintenant, les conditions de ce match ont fait effectivement que Saint-Malo a certainement su mobiliser plus de ressources sur la dynamique mentale que nous par rapport à l'issue de la saison. Parce que sur ce match-là, Saint-Malo se sauve de la relégation en National 3, il me semble. Oui, tout à fait. En gagnant, en fait, ils s'assuraient le fait de rester en N2. Donc voilà, ils avaient tout le public derrière eux. Saint-Malo, c'est quand même une grosse ville. C'est un club de foot qui est très très bien structuré, avec un gros budget, et qui annonçait en début de saison les premiers rôles et pourquoi pas la montée en nationale. Donc au final, pour eux, ça revêtait d'un sacré enjeu que de ne pas descendre, et c'est vrai que là-dessus, ils ont su mettre l'intensité qu'il fallait sur ce match-là pour pouvoir arracher les points de la victoire. L'année prochaine, en National 2, vous n'aurez plus Versailles, du coup, qui monte en National. Si tu devais donner un petit coup de pouce, on va dire, au club de l'USO, le club voisin, quels seraient les points forts et les points faibles pour toi de Versailles cette saison? Je pense que malheureusement, ça sert pas énormément d'en parler, parce que je pense que l'équipe va être largement remodelée. Après, Versailles cette année, c'était une équipe très pragmatique, très solide, capable de faire le dos rond et d'attendre pour pouvoir, on va dire, tuer les matchs. Et je pense que notamment la qualité individuelle de leurs joueurs a souvent fait la différence. Et c'était une équipe quand même qui faisait peu d'erreurs. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a plus ou moins survolé le championnat, si l'on peut dire. Ils ont survolé, on va dire, le championnat, et puis donc, comme tu disais, une demi-finale de Coupe de France contre Nice à Nice, parce qu'ils avaient l'interdiction de jouer à Versailles pour ne pas avoir de lumière qui éclaire la chambre du roi. Quand même, c'était un peu rocambolesque comme excuse, non? C'est ça. A priori, dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué que ça, que cette, comme tu dis, simple histoire de lumière qui éclaire la chambre du roi. C'est dû a priori au fait que leur stade déjà ne soit pas éclairé, donc de toute façon ils peuvent pas jouer en soirée. Okay. Et en plus, sur l'homologation de leur stade à l'avenir, ça vient effectivement peut-être pas de cette histoire de lumière, mais surtout d'un plan local d'urbanisme qui fait que les constructions ne doivent pas dépasser une certaine hauteur, et que pour les pylônes, classiquement, malheureusement, il faut une certaine hauteur. Et d'après, en tout cas, les informations que j'ai, c'est un petit peu plus compliqué que ce qui est résumé dans les dans les médias. Mais voilà, après, c'est vrai qu'ils font une saison exceptionnelle, montée en nationale, demi-finale de Coupe de France pour un club de National 2.
ça prouve la qualité de l'effectif de cette équipe de Versailles, ça prouve la qualité du travail effectué par le club et par le staff, parce que bien souvent les équipes qui vont très loin en Coupe de France ont quelques difficultés en championnat. Et là, on ne peut que remarquer qu'ils ont su faire les deux, et c'est quand même une réelle performance pour une équipe de National 2. Alors l'année prochaine, donc on va quitter le club parisien, mais vous aurez sûrement dans votre groupe un club de la région centre, Vierzon, qui pourrait arriver dans votre groupe, qui monte de National 3. Géographiquement, ce serait logique. Et la logique parfois sur la composition des poules, elle reste parfois floue. Et ce serait pas trop étonnant que Vierzon bascule dans la même poule que Bourges, notamment. Oui, aussi. Donc bon, on verra. Voir. Mais je te laisse poser ta question. Non, mais voilà, c'était pour. Non, c'est pas grave. Voilà, c'était parce qu'on a encore un groupe de la région centre qui vient performer encore une fois. Pour toi, Saint-Privé va continuer comment à s'améliorer dans l'avenir dans la région? Dans l'avenir et sur le plan de l'équipe première, déjà l'objectif c'est de se pérenniser en N2, parce que chaque année c'est un vrai combat. On le voit cette année avec Romorantin qui malheureusement descend pour le moment en N3, sauf s'ils sont sauvés en tant que meilleur 14e in fine par rapport aux différents repêchages ou autres qui pourrait y avoir. Pour Saint-Privé, chaque année, et pour les clubs de notre région, chaque année maintenu en N2, ça reste déjà une performance. Après, pour notre évolution et pour devenir un peu plus ambitieux, la progression du club passe par un développement. Aujourd'hui, il faut bien réfléchir. Est-ce que dans la Gloire orléanaise, on peut avoir 2 clubs en national? Parce qu'à l'heure actuelle, on a déjà l'USO et Saint-Privé. Ça, c'est une question à laquelle j'ai pas forcément la réponse. Mais pour nous, si on veut être pérenne encore à ce niveau-là, il faudra forcément qu'on développe encore le club, notamment sur la structure partenariale et sur le plan des moyens qu'on peut avoir. Et après, nous, au sein du club, on a un gros enjeu aussi sur la pérennisation, encore une fois, de la structure jeune, et pour pouvoir faire de Saint-Privé un club, comme tu l'as dit tout à l'heure, reconnu aussi bien pour ses équipes de jeunes que pour son équipe senior. Et depuis quelques années, on a fait un bon pas en avant par rapport à ça, et on entend évidemment garder cette dynamique-là. Tu parlais des jeunes, tu vas les voir un petit peu des fois, tu regardes les catégories en dessous un petit peu ou pas? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai pas uniquement au club la casquette d'entraîneur de l'équipe première. Je suis également manager général du club, ce qui implique justement la mise en place de la politique technique du club et le fait de coordonner cet ensemble pour l'ensemble du club. Donc oui, effectivement, on a un regard particulier sur la réserve, sur les U19 qui étaient en national cette année. Et puis j'ai la chance d'avoir moi mes enfants qui jouent au club, donc régulièrement, je vois ma fille avec les U7, mon fils en U10, et oui, j'essaye aussi régulièrement d'aller voir les autres équipes du club. J'ai eu, je pense, l'occasion cette année de voir à peu près toutes les équipes, donc ça c'est plutôt sympa, parce que on veut aussi garder cette image de club un peu familial, même si dans les faits on a encore pas mal de boulot sur ce plan-là. Bon, Saint-Privé, quand même un club très familial. On l'a vu. Moi, j'ai vu cette saison. Bon, pas quand vous jouez, parce que j'ai pas pu vous voir cette année, mais quand Orléans est venu jouer contre Laval en fin de saison, on était très bien accueillis. Les bénévoles souriant toujours à servir les spectateurs. Tu parlais des U19 qui jouent en national cette année. C'était une nouveauté pour eux? Alors c'était pas une nouveauté, puisque l'année dernière on était également en national, mais que la saison a été très courte. Ah oui. Ça reste pour un club comme le nôtre assez épisodique pour le moment, puisque c'était que la 3e saison historiquement pour le club de Saint-Privé-Saint-Hilaire en U19 national. C'est vrai qu'on s'est maintenu à la faveur de l'entérinement des classements l'an dernier par rapport au Covid, à un moment où on était encore dans les clous. D'ailleurs, il n'y a pas eu de descente ni de montée la saison passée. Oui, c'était stoppé ces saisons gelées. Du coup, c'est ce qui a fait qu'on a fait une 2e saison de suite. Et malheureusement, on a fait un début de saison dans les résultats un peu compliqués et une 2e partie qui laisse quelques regrets, parce qu'on n'était pas très très loin du compte. Et c'est vrai que si on avait mieux démarré la saison, on aurait peut-être pu se sauver en national et du coup retravailler aussi sur
sur des jeunes qui peuvent se passer après dans le groupe de la réserve et puis après en National 2. On a intégré cette année le petit Théo Motmora, qui était en U19 la saison passée et qui du coup a intégré le groupe N2 et a fini par faire 2 matchs dont la victoire donnée à l'équipe contre Versailles sous forme de son but. Donc c'est plutôt intéressant de pouvoir avoir cette continuité là. Malheureusement la saison prochaine on ne l'aura pas et pour les années à venir ce sera compliqué, mais on va y travailler pour que à l'avenir ça puisse être pourquoi pas une constante pour notre club. Est-ce que toi tu viens aider un petit peu les U19 par exemple ou les U17 et en dessous les entraîneurs à leur montrer des exercices, à leur montrer comment gérer un groupe et tout ça? Est-ce que en tant que manager du club tu viens vraiment donner ta patte à tes collègues? Alors la patte pas forcément, mais mes collègues éducateurs, comme tu dis, sont des collègues qui sont compétents et qualifiés, diplômés. D'accord. Et du coup, outre harmoniser un petit peu les contenus par rapport au projet club, c'est surtout leur faire confiance dans leur gestion. Et on est beaucoup plus sur des échanges, et des discussions que vraiment sur le fait de venir en donneur de leçons et de montrer ce qu'on sait faire communément, mais plutôt d'être dans l'échange et de construire en fait un travail commun et d'harmoniser un petit peu ce qui se fait sur les jeunes. Mais justement dans le cadre de notre projet club, là on est en pleine restructuration, on est sur la réécriture du projet club pour pouvoir encore mieux coordonner tout ça et faire en sorte que tous les éducateurs aujourd'hui du club puissent se sentir vraiment investis de cette identité club et qu'on puisse reconnaître demain les équipes de Saint-Privé, non pas par leur tenue mais surtout par leur jeu. Oui. Et ça c'est vrai que c'est un vrai objectif pour nous de créer cette identité club et d'avoir des jeunes qui se reconnaissent sous nos couleurs. C'est ce qui fera progresser, comme on disait tout à l'heure, le club maintenant sur les terrains. Du coup c'est quelque chose qu'on verra à l'extérieur. On va dire que la patte Saint-Privé marche aussi en réserve, vu que votre réserve monte d'un cran aussi. Tu peux en parler un petit peu? Oui, sous la houlette de Mathieu Pousse, historiquement adjoint sur l'équipe première, puisque il boucle sa 10e saison au club. Il était déjà adjoint en charge de la préparation physique avec Michael Ferreira sur les saisons qui ont précédé à mon arrivée. Et aujourd'hui, c'est plus qu'un préparateur physique, c'est vraiment un adjoint sur l'équipe première. Et du coup, il a pris en charge l'équipe de R2 depuis quelques saisons et avec un beau succès cette année puisqu'ils accèdent à la R1. C'est vrai que c'est vraiment une victoire de club aussi parce que on va dire qu'on y a tous participé dans la philosophie, dans la façon de s'investir aussi pour les joueurs qui descendaient, mais surtout les jeunes qui sont en réserve avec Mathieu ou les moins jeunes d'ailleurs, ont fait un gros travail dans la cohésion d'équipe, dans l'implication et c'est ce qui a permis à cette équipe de monter et c'était un objectif peut-être pas affiché, mais c'était un objectif club que nous on avait vraiment dans un coin de la tête depuis très longtemps et aujourd'hui ça permet de réduire l'écart entre les deux équipes et ça c'est très intéressant pour encore mieux travailler en commun, que ce soit sur les contenus ou sur les joueurs qui sont amenés à jouer dans une équipe ou dans l'autre. Ça facilite grandement les choses. On peut dire que les deux objectifs de la National 2 et donc de la R2 sont atteints alors? Sur la saison, oui, étant donné que, contrairement à ce que disent certaines personnes, on n'a pas d'objectif de monter à Saint-Privé à court terme, même si bien sûr sportivement on s'interdit aucune ambition. L'objectif effectivement du pôle senior a été rempli, même si un des objectifs qui a au final été manqué, c'est celui du maintien des U19 en national. Malheureusement, on peut pas tout réussir. Oui, il y a eu on va dire un petit échec, mais vous apprenez encore en U19. C'est bien sûr sur le niveau national. Déjà, on est loin des exigences en termes de moyens. On a quand on voit des staffs en U19 et même en N2 qui se déplacent à 4 à 6 personnes, on est très très loin de tout ça. Et c'est vrai que si à l'avenir, on souhaite mieux figurer, il faudra anticiper tout ça et faire en sorte de se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir évoluer encore à ces niveaux-là. Il y a un joueur qui a évolué sous tes couleurs et qui a signé pro après, c'est Carnegie Antoine, oui, qui a pris son envol depuis. Tu suis un petit peu son évolution en ce moment?
On va dire dans le détail, pas exactement, mais je sais où il en est. Je sais qu'il accède à la première division portugaise avec son équipe. Je l'ai félicité, on s'est félicité pour la saison. On a encore un petit peu de contact quelques fois dans l'année par message. C'est effectivement quand même quelque chose d'assez valorisant de se dire qu'on a, tout comme Saint-Jean-de-Blanc qui l'avait accueilli avant, participé un petit peu à sa réussite. Maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il a été chercher lui, on va dire un peu tout seul avec ses qualités, et j'espère pour lui que ça continuera dans ce sens-là. Oui, parce que c'est Saint-Jean-de-Blanc qui l'avait pendant la saison de R1 ou de N3. Vous l'avez récupéré en National 2. Faisait partie du meilleur buteur, je crois, de National 2 quand vous l'avez. Il a signé à l'USO après, donc c'est une belle, un bon tremplin du coup en fait, Saint-Privé. Bah là pour le coup et pour Carny, effectivement, c'était une belle trajectoire. Nous on l'avait vu à l'essai l'année de la CFA2, donc saison 2016-2017, l'année où on est monté. On avait considéré qu'il n'était pas encore prêt. Et à l'époque, ça s'était goupillé autrement, et j'en avais discuté avec Mathieu Labarre, qui était le coach de Saint-Jean-de-Blanc à l'époque, en lui disant que il y avait un joueur qui était venu, qui était intéressant, et que ça serait pas mal qu'il puisse le prendre, et que nous on garde un œil dessus. Et au final, ça a fini par se concrétiser, et ça a été profitable à tout le monde, puisque Carny, c'est vrai que c'est lui qui marque contre Toulouse. Il nous a également permis de belles réussites sur le championnat avec ses collègues, avec l'ensemble de ses collègues évidemment, mais c'est vrai que pour lui, ça a rendu quelque chose de sympa. Oui, ça lui fait une belle trajectoire, une belle carrière. Pour l'instant, il a signé son contrat pro à 29 ans, ce qui est maintenant très très rare pour des joueurs. Il joue, comme tu dis, au Portugal, à Casa-Pia. Il vient d'accéder à la première division portugaise. Là, si tu avais on va pas dire forcément de nom, mais est-ce que tu as quelques joueurs en tête qui peuvent avoir une trajectoire assez similaire? Déjà une trajectoire similaire, on a quand même Hugo Vargas aujourd'hui, qui a signé un contrat pro la saison passée au Mans, qui était passé par chez nous, puis Gaulle FC et puis Saint-Brieuc en suivant. Et en termes de talent, bien sûr qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par chez nous qui auraient pu avoir cette trajectoire. Aujourd'hui, les exemples dans les faits, on les a pas, puisque ce sont les deux seuls exemples vraiment qui ont signé pro, mais on a vu passer de très très bons joueurs, et évidemment je pense qu'il y en a qui seront pas loin du compte, notamment un joueur comme Siad Gourville, qu'on a fait signer cette année et qui a vraiment explosé en défense centrale. Et je pense que Siad, s'il reste pas chez nous cette année, la saison prochaine, je pense que ce sera pour aller au-dessus, et si c'est pas cette année, ce sera certainement l'année d'après. Donc c'est un jeune joueur à gros potentiel dans ce cas-là. Tout à fait. Et toi, est-ce que t'as rêvé un jour, enfin j'imagine que oui, mais d'aller entraîner un peu plus haut que la National 2? Est-ce que tu as eu l'occasion? De toute façon, quand on est compétiteur, quand on est sportif, l'objectif c'est d'aller le plus haut possible. Donc je pense que les entraîneurs ne sont pas, on va dire, exclus de ce raisonnement-là. Évidemment que aujourd'hui, moi, j'espère un jour, pourquoi pas, entraîner plus haut. Maintenant, il faut être encore une fois pragmatique. J'ai pas le diplôme pour entraîner au-dessus. Donc aujourd'hui, le niveau national 2, c'est ma limite, on va dire, de qualification. Mais tu le passes le diplôme, ou tu peux le passer? Et je le passe, ça dépend si je rentre en formation un jour, puisque ça fait 2 fois que je passe les tests de sélection pour le diplôme, mais que malheureusement je suis pas retenu. Donc par rapport à ça, après moi je suis patient, comme je l'ai toujours dit, ça fait peu de temps que j'entraîne. J'ai des collègues qui aujourd'hui passent ce diplôme, ça fait 25 ans qu'ils sont sur les terrains, ils ont 10 ou 15 ans de plus que moi, ou alors c'est des gens qui sont un peu issus du milieu pro. Donc voilà, il faut être patient, et puis comme je l'ai dit aux formateurs, si jamais ils ont envie de me voir pendant 10 ans, ils peuvent me recaler pendant 10 ans, mais si je suis toujours en poste et toujours dans le foot, je continuerai à aller passer les tests du diplôme, parce que pour moi ce serait une grande réussite que de pouvoir accéder au niveau au-dessus. On va faire une petite pause musicale avec Farouko, un petit son qui bouge, comme on dit. On reviendra en deuxième partie sur les trajets en Coupe de France, et puis on va revenir sur ton profil à toi, Baptiste. Pas de souci, avec plaisir. Du football, de la bonne humeur, des invités, Passion Foot Radio, le mardi à 18h.
Passion Foot Radio, tous les mardis, de 18h à 19h sur Radio Vague FM, 90.2 FM. Passion Foot Radio. Toujours sur Radio Vague FM 90.2 Artenay, toujours avec Baptiste Ridera, coach de Saint-Privé-Saint-Hilaire maintenant, qui est très connu. Il connaît maintenant Téléfoot, il connaît Canal Football Club, il connaît le Stade 2, enfin il a fait tous les médias, mais grâce à la Coupe de France, on en parlera juste après son portrait. Baptiste, si je dis pas de bêtises, je peux te dire ta date de naissance? Ah oui, l'année? Pas de souci. T'es né en 83, c'est ça? C'est ça. C'est bientôt ton anniversaire, à ce qui paraît. C'est vrai. Et raconte-nous comment t'es arrivé au foot. Est-ce que c'est ta vraie passion depuis le début? Comment t'es arrivé là? Eh ben, écoute, déjà, j'ai la chance aujourd'hui de vivre du foot de manière professionnel, si l'on peut dire, depuis toujours, après avoir fait quelques petits boulots de surveillant, donc j'ai bossé au départ dans le club de Saint-Jean-le-Blanc quand j'y étais joueur, et puis après j'ai eu la chance de signer un contrat avec le district du Loiret de football, avec lequel j'ai travaillé sur le développement du football féminin, le foot diversifié, et puis la section élite 4e, 3e du département. Et puis ensuite je suis arrivé à Saint-Privé, mais c'est vrai que le football a toujours été une passion pour moi. J'y ai joué dès l'âge de 6 ans au club de Neuville-aux-Bois, donc juste à côté. T'es pas très loin alors. Tout près d'Artenay, tout près de Radio Vague, et j'ai commencé le foot à Neuville-aux-Bois, et puis à l'âge de 17 ans, je suis parti ensuite en tant que joueur au FCO Saint-Jean-de-Lervel. D'accord. Et quelques années plus tard, du coup, je suis rentré, en partant au FCO, quelques années plus tard, je suis rentré à la fac de sport. Et puis en suivant de Saint-Jean-de-Lervel, j'ai signé à Saint-Jean-le-Blanc en tant que joueur, un petit passage par l'USO rapide, et puis après Saint-Jean-le-Blanc, je suis arrivé au club de Saint-Privé à l'époque pour passer mon diplôme d'entraîneur des gardiens quand je travaillais encore au district, et donc ça c'était il y a 8 ans, où j'ai bossé sur les gardiens avec Michael Ferreira et Mathieu Pousse dans le staff avec l'équipe de CFA2 de Saint-Privé. Et puis en 2016, quand le club a eu besoin d'un entraîneur, je me suis porté volontaire, si on peut dire ça comme ça, puisque j'avais les diplômes requis, et j'ai du coup démissionné de mon poste au district pour pouvoir entraîner Saint-Privé, et grand bien m'en a pris, puisque 6 ans après je suis toujours là, et c'est avec grand plaisir. Et ça a toujours été une vocation pour toi de vouloir entraîner aussi ? Alors entraîner à proprement parler, quand on parle d'entraîneur, on diffère un petit peu du terme d'éducateur. Oui. Moi j'avais plus une vocation d'éducateur au départ, et j'ai beaucoup plus travaillé avec les jeunes au district notamment, à un aspect un peu plus formation. Mais on est un peu tous pareils, comme je le disais tout à l'heure, quand la compétition s'installe, et c'est un peu plus vrai dans le monde senior, cette adrénaline que procurent les compétitions et le fait de faire de la performance, au final depuis que j'y ai goûté, je suis pas sûr que je reviendrai en arrière, et oui, aujourd'hui pour moi être entraîneur c'est une vraie vocation au sens propre du terme, et je pense que la partie éducateur aujourd'hui elle fait partie de moi, parce que transmettre ça reste quelque chose qui m'anime au quotidien, que ce soit pour les adultes ou pour les plus jeunes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'aurais peut-être du mal à me détacher de cette partie compétition et cette adrénaline des matchs qu'on peut vivre sur le banc. Surtout que tu en as vécu des beaux, on verra ça plus tard. Quand tu dis t'es plus éducateur, entraîneur, on vient de le dire, est-ce que t'as eu un jour envie de quitter le Loiret pour exercer ailleurs ? Non, parce que conjoncturellement aujourd'hui j'ai jamais eu d'opportunité. Enfin si, j'ai déjà eu d'autres opportunités, mais quand c'est arrivé j'étais sous contrat avec Saint-Privé, et je me suis pas vraiment posé la question, parce que pour moi il reste encore pas mal de choses à faire avec ce club, avec cette équipe aussi, mais surtout avec le club d'un point de vue général, et du coup c'est vrai qu'on y a aujourd'hui notre vie familiale aussi, donc pour le moment ça se goupille plutôt bien, mais c'est vrai que peut-être qu'un jour il faudra voir d'autres horizons pour pouvoir évoluer. Ouais, voilà, voir d'autres horizons, c'est ce que tu as commencé à faire, et là on va attaquer le sujet de parcours de Coupe de France. On en parlait un peu à la pause. Saison 2018-2019, vous êtes en 16e de finale contre le Stade Rennais. C'est le futur gagnant, je crois, cette saison-là en plus, il me semble. Pardon, j'ai pas. C'est le futur gagnant de. Oui, tout à fait, de l'édition. Ouais, voilà, de l'édition. C'est le premier coup de projecteur sur Saint-Privé. Ouais. Comment on reçoit justement un premier coup de projo sur le crâne en fait ?
En fait, ça a été quand même progressif parce que ce qu'on oublie, c'est que 2 tours avant, on a éliminé 3. Oui. C'est le 8e tour, je crois. Voilà, au 8e tour. On élimine 3-2 et dans mon souvenir, c'est toujours 3-1 parce qu'on avait fait un match, franchement, c'est un des matchs qui restera autant sur le souvenir global, comme je disais tout à l'heure pour Monaco, c'était pour Toulouse, c'était très très fort. Autant 3, c'était une forme d'aboutissement sur l'aspect tactique et sur l'animation défensive, sur ce qu'on avait été capable de faire. On a pris le deuxième à la 92e ou 93e, donc c'était anecdotique. Et on avait vraiment fait un match vraiment plein contre cette équipe de 3, vraiment très abouti sur le plan de l'animation. Et en fait, il y a eu 3. On a basculé donc après on a eu, je sais plus s'il y avait eu, c'était avant Maturi ou si c'était après les Guyanais, et puis on avait reçu en 32e de finale, c'était Aurillac le 4 janvier à Saint-Privé. On avait eu la chance de recevoir pas mal cette année-là, et ça avait été un vrai plus dans notre parcours. Et au final, on était arrivé sur Rennes, qui avait été un peu l'apothéose de ce parcours-là et qu'on avait joué au stade de la Source. Et c'est vrai que ça avait été un vrai apprentissage pour le club comme pour moi, par rapport à ses relations avec les médias, par rapport à cette espèce de petite notoriété locale qui s'installe pour le club. Et c'est vrai que ça fait partie des éléments à gérer. Et dans la continuité, la deuxième année, on a eu cette réussite aussi face à Toulouse, puis ce match contre Monaco où on est encore monté d'un cran, mais ça a été assez progressif quand même globalement. Et c'est vrai que on a pris les choses comme elles venaient. Justement, on va parler de l'année suivante, 2019-2020, l'année où on coupe la saison en 2 en plus, à cause du Covid. Comme tu dis, vous sortez Toulouse en 32e de finale. Alors quelle joie ça doit être, n'empêche de voir le stade du Grand Clos plein à craquer avec une ambiance de folie, 94e minute. Carnegie qui vous propulse en 16e sur un coup franc qui reprend juste devant le gardien. Raconte-nous un petit peu ces émotions que tu as dû vivre toi sur le banc. Comment ça se passe à ce moment-là? Ouais, jusqu'ici c'est une des seules fois où je suis sorti de mon banc pour aller célébrer avec les joueurs. C'est arrivé cette année dans un scénario un petit peu identique en toute fin de match, en égalisant juste à Rouen en National 2. Donc c'est vrai que parfois les émotions nous dépassent et du coup on oublie un peu tout le reste. Mais oui, sur ce match-là, c'est vrai que c'est un sentiment particulier parce qu'on était passé pas loin d'encaisser. Notre gardien avait fait un gros match. On avait eu quelques occasions. On avait mis un penalty sur le poteau en première période avec Fabrice. Donc c'est vrai qu'on était passé un peu par toutes les émotions et on voyait les prolongations arriver et on se disait qu'on allait peut-être pas tenir pendant les prolongations. Et au final, il y a ce coup franc, on se regarde avec Mathieu, on se dit qu'est-ce qu'on fait, on sécurise pas, puis d'un seul coup, boum, ça nous prend, on envoie tout le monde, on demande à Thibaut Plisson de l'époque d'envoyer le ballon, et puis il envoie le ballon à la limite du hors-jeu, Carny qui dévie ce ballon de la tête, qui finit juste au-dessus du gardien sous la barre. Après c'est l'explosion, après on maîtrise plus rien. L'explosion, l'émotion, parce que c'est toujours un peu le sentiment du devoir accompli et puis d'avoir fait un exploit. Et maintenant, moi aujourd'hui, je mesure ce que ça implique pour le club. Déjà le fait d'avoir reçu Toulouse, une Ligue 1 au stade du Grand Clos, c'était quand même assez inédit. C'était pas gagné. Déjà, c'était pas gagné parce qu'il a fallu montrer patte blanche à la Fédé, comme on dit, par rapport à l'organisation, etc. Si ça avait été le tour d'après, par rapport aux réglementations, en 16e, on n'aurait certainement pas eu le droit. Là, en 32e, c'est passé. Et je pense que ça a joué quand même sur notre réussite, la qualité du terrain qu'on connaît à cette période-là, la taille des vestiaires. Voilà, c'est vrai que je pense que tout ça a participé grandement au fait qu'on puisse se qualifier. Un de mes coprésidents
Jean-Bernard Legroux qui est très attaché à cette terre du Grand Clos et avait voulu absolument à ce qu'on reçoive Monaco un petit peu pour les mêmes raisons au Grand Clos, mais malheureusement ça n'a pas pu se faire et on s'est exilé au stade de la Source. Ouais, vous êtes allé jouer au stade de la Source avec plus de 5000 personnes qui sont venues. 7500, c'était plein. Chiffre. C'était plein, voilà, vous avez reçu les stars du Rocher un petit peu, mais entre les deux, entre la qualif de Toulouse et puis Monaco, d'un coup tout le monde, le foot français s'est dit c'est qui Saint-Privé en fait. Tout le monde s'est dit qui est ce club qui sort une Ligue 1 en fait. Ouais, c'est vrai que tous les ans, la Coupe de France, on sait que c'est une compétition qui fait vibrer, rêver beaucoup, et c'est l'occasion chaque année de découvrir des petits clubs qui font des exploits et qui passent les tours. Ça a été le cas de Bergerac, Versailles cette année, qui se sont retrouvés d'ailleurs en quart de finale de club de N2, c'est assez incroyable, et puis Versailles en demi-finale, donc c'est encore plus exceptionnel. Mais c'est vrai que même si ça arrive chaque année, pour nous et pour le club de Saint-Privé, c'est vrai que peut-être qu'il y a plus de monde du coup qui situe plus Saint-Privé, Saint-Hilaire en Vendée, parce que souvent on nous pose cette question. Bah oui, Saint-Hilaire, ça fait un peu Saint-Hilaire de Vendée, ça fait un peu Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Hilaire de Riez, c'est ça, je crois, en Vendée. Okay. Et du coup, souvent, quand on se déplace, ah oui, vous venez de Vendée. Non, nous, on est d'Orléans. Saint-Privé, Saint-Hilaire, c'est la banlieue orléanaise. Et donc, oui, effectivement, peut-être qu'il y a un peu moins de gens qui savent pas d'où on vient et peut-être plus de gens justement qui nous positionnent sur la carte du football aujourd'hui que par le passé. Oui, parce qu'on vous positionne aussi sur la carte du foot français. Vous avez, en recevant Monaco, comme on le disait, au stade de la Source, stade plein. Bon, le score, on va dire, est contre vous 3-1, si je me rappelle bien. But de Carnegie encore, qui met un but de la tête. Voilà, juste devant la buvette, si je me rappelle bien aussi. Ouais, en face de la grande buvette. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait. C'est aussi, même si c'est une défaite, je pense que c'est aussi pour toi un souvenir assez exceptionnel de rencontrer Monaco une fois dans sa vie. Bah oui, en plus si on compare à la saison précédente où on avait joué Rennes, même s'ils avaient gagné le match, c'était encore un cran au-dessus. Monaco dans l'histoire et dans le prestige, en tout cas dans on va dire dans l'opinion publique. Les gens, c'est vrai, quand on dit Monaco, ça brille un peu, ça fait le Rocher. C'est le club formateur de Mbappé. Aussi, plus récemment. Oui. Après Monaco, c'est par le passé, c'est aussi de grands noms de foot. C'est Thierry Henry. Il y a quand même le parcours jusqu'en finale de Ligue des Champions à l'époque, 2004, je dirais. Mais peut-être que je me trompe, mais 2003, ça doit être dans ces eaux-là. Voilà, bien sûr, Monaco, c'est un très très grand club, tout comme d'autres clubs en France. Mais c'est vrai que ce coup d'éclairage que lance un match comme celui-ci, c'est un souvenir incroyable. On se dit quand même que c'est vrai que pour le public français, l'entraîneur de l'époque, Moreno, qui faisait un de ses premiers matchs, c'était pas hyper connu, mais c'était quand même un des adjoints en sélection nationale espagnole quand même à une époque. On joue Fabregas, on joue Baldé, on joue Yedder, on joue Jovetic. Enfin voilà, c'est quand même des joueurs de classe mondial, donc c'est quand même je crois que tu as fait sauter ton micro en tapant sur la table, c'est pas très très grave. Je parle un peu avec les doigts, donc c'est rien. On va reprendre l'émission. Allô. C'est bon, c'est reparti. Bon. Ouais. Allez, désolé, je suis un peu italien, pourtant j'ai aucune origine, mais je parle un peu avec les mains, donc j'ai tapé sur la table, ça a fait sauter le micro. Désolé à tous. Cette saison, on va reprendre. Alors, cette saison en Coupe de France, vous êtes sorti par un club du Loiret, il me semble. Oui. Ami, c'est penalty, ça, au penalty. C'est eux qui ont fait un parcours assez remarquable en se faisant sortir par Queville-Rouen. Alors cette saison, on va dire que c'était pas votre année du coup en Coupe de France. C'était pas cette saison comme la saison passée. Alors si la Coupe de France aujourd'hui, ça reste pour un club de N2 peut-être non pas un objectif prioritaire, parce que comme je l'ai toujours dit, notre gagne-pain aujourd'hui, nous, c'est la N2, c'est de se maintenir en championnat. Mais ça reste toujours un objectif chaque année, et nos dirigeants sont attachés à cette compétition parce que elle permet aussi de valoriser l'image du club, de mettre en avant les bénévoles, tous les gens du club, et également de participer à l'évolution de l'image du club aussi. Donc nous, on a eu la chance de le vivre, et c'est vrai que je souhaite à tout club amateur de pouvoir vivre ce genre de parcours, parce que ce sont vraiment des moments tout simplement inoubliables.
Voilà, c'est des parcours qui font toujours rêver, et ça fait toujours aussi rêver les petits, les jeunes du club, j'imagine, qui vous ont peut-être suivi votre exploit dans le stade, j'imagine. Oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Bah, les jeunes du club, des tout petits qui ont 6 ans jusqu'aux jeunes qui sont même jusqu'en réserve. Quand on joue Monaco, Rennes, Toulouse, enfin ça fait vibrer tout le monde et ça nous rapproche un petit peu de ce qu'on a tous un petit peu en ligne de mire, le foot professionnel. C'est vrai que il y a peu d'appelés et pourtant il y a beaucoup de demandes, comme on dit. Tout le monde aimerait bien être là-haut, mais ça reste quelque chose de très marginal au final et un pourcentage très réduit de gens qui peuvent toucher au haut niveau. Et c'est vrai que quand on peut amener les jeunes à connaître un petit peu ça de près ou de loin, c'est sûr que c'est toujours un plaisir pour tout le monde. Ce sont des parcours qui t'ont fait rêver, qui nous ont fait rêver. Je vais faire du coup une petite interview à rêve, si ça te dérange pas. Oui, allons-y. Alors, Baptiste, l'équipe européenne que tu rêves d'entraîner un jour. Moi, si je pouvais, ce serait Liverpool. Liverpool, ouais, c'est un gros. Ouais, ce serait gros kiff par rapport au stade, par rapport à l'histoire de ce club, par rapport au foot anglais aussi, parce que il y a ce côté, on va dire patriotique en Angleterre qui, pour moi, est palpable et vraiment quelque chose sur le plan des fans, sur le plan de l'amour vraiment qu'il y a autour du football. Ah, c'est vraiment magnifique et le stade, je me poserais bien en écoutant You'll Never Walk Alone à la fin d'un match, ce serait vraiment un vrai rêve, ouais. Le joueur que tu rêverais d'entraîner? Le joueur que tu vas avoir sous ta direction? Ah, honnêtement, alors là, individuellement, c'est vraiment une question que je me suis jamais posée. Je sais pas, honnêtement, ouais. Alors là, ouais, tu me poses une colle. Je te dirais une bêtise, mais on en reviendra plus tard, sinon. Ouais, franchement, là, comme ça, tu me prends de court. Je suis pas du tout sur cet aspect individuel et tu m'enverras un message, c'est pas grave. Ouais, peut-être j'y réfléchirai pour te donner la réponse. Cet hiver, c'est le mondial, hein, comme on le sait bien. La fiche de rêve pour toi en finale de la Coupe du Monde. Wow. Un petit France-Brésil pour la nostalgie, ça serait pas mal. C'est ce que tout le monde rêve aussi, j'imagine. Ah, ça je sais pas, mais moi ça me rappelle ma jeunesse, donc ça me va bien. Ouais, c'était oui, t'as dû vivre correctement le France-Brésil 98, ouais, j'imagine. 15 ans. Voilà, 15 ans, donc belles années hein, pour toi. Ça reste. Et ça reste dans la tête. L'entraîneur que tu rêverais d'être. Si t'as un modèle, un entraîneur modèle, un entraîneur qui te fait rêver plus que d'autres. Ça c'est aussi une question assez compliquée parce qu'aujourd'hui, on va dire il y a la fougue de certains entraîneurs et puis la philosophie de jeu comme Guardiola, et puis il y a le pragmatisme et le professionnalisme d'un mec comme Ancelotti. Aujourd'hui, on voit ce que ça peut donner. Moi, j'aimerais surtout rester moi-même. Et c'est ça l'entraîneur que je voudrais être au final. C'est beau. Je sais pas si c'est beau, mais honnêtement, j'espère vraiment que ce sera ça in fine, parce que c'est ce qui m'importe le plus. Au moins, t'es honnête. Voilà. Je dis ce que je pense. J'essaye en tout cas. Le but qui t'a fait le plus rêver, le but qui t'a fait le plus rêver. Un but comme ça, si je devais en sortir un. Que t'as vécu peut-être sur le bord du stade ou devant ta télé, hein. Ah, je crois que je te dirais celui de Carny, hein. Ça restera effectivement un souvenir impérissable dans ma mémoire de coach, et c'est vrai que je me rattache à un souvenir plutôt réel du coup que j'ai vécu, que plutôt un but à la télé. Mais c'est vrai que là, sinon, quand je pense à quelque chose, à un but à la télé, je repense au but de Zidane de la tête en 98. Donc toujours dans les souvenirs. C'est vrai. Le club français avec les supporters français qui te font le plus rêver. Non, ça n'a pas plus que ça. Ouais, mais moi de base je soutiens les Girondins de Bordeaux, mais c'est pas facile en ce moment. Oui. Donc voilà. Non, je déprime pas parce que je suis pas un aficionado à proprement parler, mais dans ma jeunesse, je me baladais avec les maillots de Bordeaux, etc. Donc j'ai un supporter de Bordeaux à la base, mais je trouve qu'on a quand même de beaux clubs en France. Et peut-être quelque chose qui est un peu moins connu, mais un match avec un stade plein et comble et une belle ambiance à la Méno,
Je dirais pas non, parce qu'effectivement Strasbourg c'est pour moi une vraie terre de foot, et c'est vrai qu'évidemment on pense à l'OM, on pense à Paris, on pense à Nantes où il y a cette tradition, et mais c'est vrai que l'Améno et aussi Bollaert, je pense que ce sont vraiment des stades où il fait bon vivre un match de football quand il y a de l'ambiance, à mon avis. Surtout que Strasbourg a évolué il y a quelques temps encore en CFA et même CFA2, il me semble. Ils ont fait toute une montée jusqu'en Ligue 1 et ont quasiment accroché l'Europe cette année. C'est vraiment un exemple de club en fait. Ouais, tout à fait. Après, pour moi, Strasbourg envoie une bonne image sur l'extérieur. C'est un club qui fait pas trop de bruit et qui travaille bien. Puis on a eu la chance cette année d'avoir quelques échanges avec eux, puisque on a un jeune garçon qui était en U19 nationaux chez nous au début de l'année qui a finalement signé dans ce club, et ça s'est plutôt bien passé. Et puis bon, effectivement, Julien Stéphan, l'entraîneur aujourd'hui, que j'avais eu l'occasion de croiser à l'époque avec la réserve du Stade Rennais, et puis qu'on avait re-rencontré en Coupe de France, et avec qui on a gardé quelques échanges aujourd'hui. Je trouve qu'il fait un travail remarquable, et ça donne pour moi encore plus de relief à cette curiosité pour ce club de Strasbourg qui me paraît être quand même un bon club français. Oui, et puis qui a développé un jeu plutôt intéressant cette saison en Ligue 1, comme Rennes aussi, parce qu'ils ont eu un très beau jeu. Je vais quitter un petit peu les rêves qu'on a. Tu fais partie maintenant des éducateurs du Loiret, c'est ça je fais partie depuis très longtemps de l'amicale des éducateurs de football du Loiret. J'en suis le secrétaire adjoint et le responsable de l'équipe futsal. D'accord. Écoute, là, j'ai commencé à intégrer le comité directeur de l'amicale en 2008 maintenant, donc ça fait déjà 14 ans. Ça commence à faire un petit peu, et je pense que j'y joue au futsal quasiment depuis la saison 2010-2011, même un petit peu avant, et c'est vrai qu'effectivement on essaye régulièrement de proposer des manifestations pour les éducateurs du département. On a fait un déplacement au PSG cette année, il y a quelques temps. On avait fait un tournoi en début d'année après notre assemblée générale au Five à Fleury, auquel tu as participé personnellement. Oui, puis personnellement j'ai pris un but par Baptiste aussi. Oui, on essaye de prendre du plaisir en jouant encore un petit peu sur des moments comme ça, et on essaye de mettre en place aussi des animations. D'ailleurs, on est en projet pour cet été avec un tournoi de beach soccer, mais pour le moment ça reste hypothétique, et puis on refera à la rentrée quelque chose au Five certainement avec notre assemblée générale, et aussi pour soutenir une association des ailes pour Jules et Louise, qui est une association qui travaille pour pouvoir aider 2 enfants qui sont atteints de maladies orphelines, et voilà, on est aussi aujourd'hui l'amicale des éducateurs. Ça correspond aussi à ces valeurs que de travailler sur le côté, on va dire, caritatif, et aussi de permettre à tous les enfants justement de pouvoir s'épanouir et prendre du plaisir autour de la pratique sportive. Et comment on peut adhérer justement à cette amicale des éducateurs ? Chaque année il y a une campagne. Il faut avoir au minimum normalement passé un module de formation, puisque c'est l'amicale des éducateurs diplômés normalement de football. Et du coup, dès lors qu'on accède à une formation via la ligue ou le district, derrière on peut adhérer à cette association, et l'objectif de cette asso, c'est que les éducateurs de tout niveau qui adhèrent puissent partager, échanger et parler de leurs expériences. On a reçu par le passé des gens comme José Alcocer qui fait partie de la DTN, comme Lionel Rouxel. On a fait une action à l'époque avec Didier Odé-Nicole. Donc voilà, on essaye de pouvoir regrouper plusieurs fois dans l'année les éducateurs afin d'échanger et de partager autour du football, et c'est la première vocation de l'amicale. Bon, c'est sympa si vous faites un Five dans la saison prochaine. Je vais essayer de venir, j'imagine. Avec plaisir, tu reviendras, puis peut-être que je te remettrai un but dans ce cas-là. Non, je vais être dans ton équipe, s'il te plaît. Parce que tu frappes un peu trop fort. Non, on va parler, il nous reste 1 minute. L'équipe de France en ce moment qui est en Ligue des Nations. 2 matchs, 1 défaite et puis un match nul hier soir contre la Croatie. Est-ce que c'est pas non plus le fait de laisser la Ligue des Nations de côté, et puis en fait c'est une préparation mondiale?
Alors ça après, qu'est-ce que je suis tu toujours vois, un toi peu mal à l'aise de parler du football de haut niveau parce qu'aujourd'hui, c'est pas encore ma place, on va dire, et ça fait pas partie dans les faits de mes attributions, si on peut dire. Mais en simple regard de supporter, c'est vrai qu'on sent des garçons aujourd'hui qui sont un petit peu fatigués et on tire un peu sur les machines, mais malgré tout, on sent bien aussi qu'il y a effectivement cet objectif de voir des joueurs, de rétablir un petit peu le chantier de la défense, comme disent beaucoup de médias actuellement. Et je pense que il y a pas mal effectivement d'enjeux sur le plan de la dynamique de groupe, sur le plan de la vie de groupe, et pour créer cette dynamique un peu plus dans l'optique de la Coupe du Monde effectivement que dans le fait de remporter la Ligue des Nations. Mais bon, par le passé ça nous a réussi, donc j'espère que ça réussira à l'équipe de France. Oui, on est à 5 mois du mondial, il nous reste quelques secondes. On a vécu aussi la semaine dernière une remontée en Ligue 1 historique, le club d'Auxerre, peut-être que tu as suivi aussi. Ouais, j'ai suivi un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses du coup de la montée de la GIA? Et moi je trouve que c'est une bonne chose. Petit, on a toujours connu la GIA sur les sommets, et à l'origine il y a quand même un homme qui a été derrière tout ça, Giroud. Alors je dirais pas que c'est mon modèle, mais ça fait partie des gens qui ont marqué leur temps et qui ont fait un travail extraordinaire. Et effectivement, par rapport à son passé, je trouve que c'est bien que la GIA monte, et je pense que un technicien aujourd'hui comme Jean-Marc Furlan n'est pas étranger à leur réussite. Et puis c'est un petit clin d'œil aussi parce qu'on a un jeune garçon qui fait la préparation physique, qui est dans le staff de la Ligue 1 cette année, et j'espère, de la Ligue 2, et j'espère qu'il continuera en Ligue 1. C'est Loïc Damas qui était passé en stage chez nous à Saint-Privé, et du coup c'est un beau clin d'œil pour nous et pour lui également. Malheureusement, heureusement pour Auxerre, mais malheureusement pour Saint-Etienne, autre club historique français qui chute d'un cran en fait. C'est vrai, Saint-Etienne comme Bordeaux. Cette année qui descendent. C'est vrai que ce sont deux clubs historiques du championnat de France qui malheureusement vont redescendre en Ligue 2. Tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est de remonter le plus vite possible évidemment, et leur souhaiter de la stabilité aussi au sein et au niveau des deux clubs, parce qu'on voit que ces deux descentes s'accompagnent de beaucoup de tumultes en interne, et j'espère que pour ces clubs ça va se régler rapidement. Pour clore cette émission, un 8e tour de Coupe de France, Saint-Privé-Bordeaux, tu signes? Ah ouais, tous les jours. tous les jours. Ligue 2, Ligue 1, mais je serai toujours supporter de Saint-Privé et fervent défenseur de ce club. Merci beaucoup Baptiste. Merci. Merci à toi d'être venu. Merci à Michel, le réalisateur de l'émission. On a encore appris beaucoup sur un club et puis sur un homme en même temps. Oui, tout à fait, c'est très intéressant. Voilà, c'est suivi quand même. C'était la dernière des clubs du Loiret. Pour toi? Pour moi. Pour la saison? Pour ma saison à moi, c'est fini. On se retrouvera juste le 28 juin, je crois, tous ensemble, les 4 fantastiques. Ouais, les 4 fantastiques avec Cyril, avec James, avec Jérôme et avec Michel aux manettes. Merci à tous et bonsoir. Vous écoutez Vague FM. Vous écoutez Vague FM. Il est 19h.